Ça y est, c'est signé l'accord entre l'Europe et l'Inde, accord en partie politique, mais évidemment avec une dimension très économique dont on va parler avec Sylvia Malinbaum. Bonjour, vous êtes responsable de la recherche sur l'Inde au centre Asie de l'IFRI. Cet accord annoncé comme une bonne nouvelle pour l'Europe avec des débouchés notamment pour la chimie, pour les voitures, pour les diamants même. On va vendre des diamants à l'Inde. On a enlevé l'agriculture parce que c'est un peu tendu en Europe, la situation autour de l'agriculture. C'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je pense que déjà, c'est un accord qui a une forte dimension politique, puisque le message qui est envoyé, c'est que face à un Donald Trump qui malmène de plus en plus ses partenaires, et y compris ses alliés sur le plan commercial, on est capable, Européens et Indiens, de s'accorder sur un agenda de façon autonome, sur un agenda commun. Et ça va être ça, je crois, le message très fort du sommet. Et à ce titre, effectivement, l'accord de libre-échange est un marqueur très fort de ce rapprochement. Alors justement, sur cette question politique et ce rapprochement, je voudrais vous faire écouter ce que dit Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain de cet accord. Écoutez, on débriefe derrière. Le président Trump a travaillé dur pour établir un traité de paix avec la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis ont fait beaucoup plus de sacrifices que les Européens. Les États-Unis ont imposé 25% de droits de douane sur l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe. Et devinez ce que font les Européens. Ils signent un accord avec l'Inde. Et pour être clair, le pétrole russe arrive en Inde, puis les Européens achètent ce pétrole raffiné par l'Inde. Les Européens financent une guerre contre l'Europe, contre eux-mêmes. La présidence de Donald Trump finira par venir à bout de la guerre en Ukraine. Très intéressant ce qu'il dit, Scott Bessent. Vous jetez dans les bras des Indiens alors qu'en fait ils continuent d'acheter du pétrole russe. Vous jouez contre vous-même en fait. Alors je pense qu'il serait assez illusoire du côté européen de penser qu'on pourrait délier les Indiens de leurs partenaires russes, parce que vu de l'Inde, la Russie c'est un partenaire historique très important, c'est un partenaire stable qui est toujours resté aux côtés des Indiens, et surtout c'est un grand fournisseur d'armement et d'équipements militaires pour les Indiens. J'ai regardé les chiffres encore entre 2020 et 2024. La Russie reste le premier fournisseur d'armement pour les Indiens, avec 36% des importations d'armement indiennes. Donc il y a là une relation qui est quand même importante. Donc effectivement, Européens, on a choisi de se montrer plus conciliant sur ce point. Choisi de fermer les yeux quand même. Alors, on ne ferme pas les yeux, je pense qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui est monté en puissance, y compris sur ce sujet. Pour autant, effectivement, il est probable qu'on s'accommode. Je dirais que le mauvais rôle soit joué par les Américains, qui jouent effectivement un rôle beaucoup plus coercitif, puisqu'ils ont imposé 25% de droits de douane supplémentaires aux Indiens pour acheter effectivement ce pétrole russe, qui, il est vrai, en partie a été raffiné en Inde et expédié en Europe, puisqu'on voit que les augmentations de pétrole raffiné indien vers l'Europe depuis 2022 ont augmenté. Annalisa. Sylvia Malinbaum, on sort d'une séquence très tendue pour l'accord avec les pays du Mercosur. On sent que pour l'instant, il n'y a pas la même opposition, en tout cas en France, sur cet accord avec l'Inde. Pourquoi, à votre avis ? Alors, je le disais, c'est un accord politique. Donc, l'objectif, dans un contexte international tel qu'on le connaît, c'était de conclure au plus vite ces négociations, encore une fois, pour envoyer aussi ce signal. Et donc, on a dû faire des compromis. Il y a eu un certain nombre d'arbitrages politiques qui ont été rendus dans ces négociations, ce qui veut dire très concrètement qu'on a un accord un peu allégé. Donc, on a choisi sur le fond, effectivement, d'exclure les domaines les plus sensibles, et notamment, a priori, l'agriculture qui serait largement exclue. Donc, ça évite, effectivement, de toucher à ce sujet particulièrement délicat. Et puis, comme je le disais, sur la forme, vous savez, les Européens négocient des accords très larges, très globaux, avec plus d'une vingtaine de chapitres qui ne touchent pas uniquement aux réductions tarifaires, mais avec un certain nombre de sujets sur les normes environnementales, sur les droits des travailleurs, etc. Et donc, il va être intéressant, quand on connaîtra le contenu de l'accord, de voir aussi s'il y a eu des compromis, des concessions qui ont été faites aussi sur la forme. On a enlevé un peu ce qui énerve. C'est un peu ce que vous nous dites. Alors, on ne connaît pas encore exactement le contenu. On n'a pas tous les détails. On n'a pas tous les détails. Et il faut d'ailleurs préciser que c'est là la conclusion des négociations qui est annoncée aujourd'hui. La signature aura lieu dans plusieurs mois. Il y a un processus juridique qui va avoir cours, et probablement peut-être encore aussi quelques renégociations à la marge sur certains détails. Et puis, il y aura surtout un vote par le Parlement européen, ne l'oublions pas. Donc, on n'est pas encore à la signature finale de l'accord. Qu'est-ce que nous, les Indiens, peuvent nous vendre qui nous intéresse particulièrement ? Alors, d'abord, du point de vue indien, l'Union européenne, c'est un marché important. C'est le premier partenaire commercial. Donc, aujourd'hui, il y a des biens qui sont plutôt situés en amont de la chaîne de valeur, plutôt à faible valeur ajoutée, mais intensifs en termes de main-d'œuvre. Je pense notamment au secteur textile et habillement, qui est un gros secteur à l'export pour les Indiens et qui a été d'ailleurs particulièrement frappé par les droits de douane, encore une fois, qui ont été imposés par Donald Trump ces derniers mois.
Donc ça, c'est un secteur sur lequel les Indiens pourraient avoir des concessions tarifaires intéressantes, puisqu'aujourd'hui, c'est un secteur qui en Europe est taxé à près de 10%. Et puis ensuite, un certain nombre de composants électroniques, je pense notamment par exemple aux iPhones qui sont désormais assemblés en Inde, qui pourraient être vendus en partie en Europe, et puis tout un ensemble de biens hors agriculture. Annalisa. Il y a dans cet accord un esprit anti-américain. Effectivement, on fait cet accord aussi pour contrer Donald Trump, mais il y a aussi un esprit anti-chinois des deux côtés. Oui, alors ça c'est très important puisqu'en fait, l'idée de rouvrir des négociations sur cet accord commercial entre l'Inde et l'Union européenne remonte déjà à 2022. Donc on est avant la réélection de Donald Trump. Et l'idée, en tout cas du point de vue européen, c'était effectivement de trouver des voies d'approvisionnement alternatives à la Chine, donc de dérisquer, pour utiliser un anglicisme, notre économie. Et à ce titre, effectivement, l'Inde était perçue comme un partenaire intéressant. Et c'est intéressant parce que sur la Chine, on a commencé, quand l'Union européenne a durci son ton vis-à-vis de la Chine, en le présentant notamment comme un concurrent économique et un rival systémique, à parler le même langage des Indiens qui, eux, depuis déjà plusieurs années, cherchent aussi à s'émanciper sur le plan économique de leurs voisins chinois. Donc c'est un point effectivement important. On dit souvent que le marché indien est le plus fermé au monde. Donc pour nos entreprises, déjà comprendre le marché indien, c'est compliqué. On le voit dans le retail parfois avec certaines boîtes de cosmétiques qui essaient de s'implanter. C'est un marché compliqué, l'Inde. Alors c'est un marché effectivement difficile. C'est aujourd'hui notre 9e partenaire commercial, nous, européens, parce que vous l'avez dit, il est très protégé. Les droits de douane moyens qui sont appliqués aujourd'hui pour les exportateurs européens en Inde, c'est 9,3%. Et surtout, il y a des secteurs qui sont particulièrement taxés, qui aujourd'hui devraient être d'ailleurs les secteurs qui vont le plus bénéficier de cet accord. Alors là aussi, on ne sait pas encore exactement ce qui a été conclu, mais a priori, par exemple, la filière des vins et des spiritueux, qui est notamment une filière importante pour la France, qui aujourd'hui est taxée à 150% en Inde, pourrait bénéficier de concessions tarifaires intéressantes. La filière automobile également, qui là encore est lourdement taxée, précisément parce que les Indiens protègent ce secteur et veulent aussi développer leur propre industrie automobile, pourrait là encore bénéficier d'un certain nombre de concessions tarifaires. Donc on voit bien sur ces secteurs les plus lourdement taxés aujourd'hui par les Indiens, il pourrait y avoir effectivement des gains réels pour les exportateurs européens. Parce que vous dites 9%, on a l'impression que c'est pas beaucoup, parce qu'à force d'écouter Donald Trump, on a l'impression que c'est 200% partout. Mais en fait, la moyenne dans le monde, c'est 2%. Donc effectivement, 9% avec l'Inde, c'est beaucoup. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Sylvia Malinbaum, responsable de la recherche sur l'Inde au Centre Asie de l'IFRI.